Bonjour, Christian Jean. Je suis consultant, enseignant-chercheur. J'ai 35 ans d'expérience dans le management et le numérique. Et je veux aujourd'hui vous faire partager mon expérience de recruteur et de recruté euh, et essayer de vous donner quelques astuces, quelques références pour pouvoir mieux vous vendre et mieux comprendre les processus auxquels vous êtes soumis. Tout d'abord, le recrutement, c'est un acte bilatéral. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un recruté et de l'autre un recruteur, ce qui veut donc dire qu'un peu comme dans un mariage, qui est souvent la symbolique qu'on utilise, il faut qu'il y ait une attractivité et un intérêt mutuel. Donc cette attractivité, cet intérêt mutuel pose déjà la première question. Dois-je répondre à toutes les annonces? Dois-je me positionner sur tous les postes? Et dois-je rentrer à tout prix dans cette entreprise? Déjà, quand on change de point de vue et qu'on ne se met plus sous la pression de trouver un emploi, même si elle demeure difficile, on a une autre approche et peut-être un peu plus d'assurance et de sérénité. Alors, nous allons maintenant passer au slide suivant, s'il veut bien s'ouvrir. Petit problème technique comme d'habitude. Voilà, donc là vous avez le slide suivant qui vous présente les différentes étapes que nous allons aborder. Premièrement, recruter, vue recruteur, vue candidat. Deuxième point, vendre. C'est quoi vendre de manière globale? Les objectifs et les méthodes. Alors, on ne va pas voir toutes les méthodes, on verra la méthode principale. Nous verrons ensuite les formes de candidature. Et enfin, le produit. Il se trouve que là, le produit, c'est vous. Donc, comment vous définir en tant qu'un produit? Et dernier point, les clés du succès, la méthodologie détaillée. Alors, première partie, recruter, vue recruteur, vue candidat. Alors, le recruteur, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Et je pense qu'il est important au moins une fois de se mettre dans la peau d'un recruteur. Alors, je vais vous faire partager une expérience qui a été ma première expérience du recrutement. A long time ago. Je pense que la majorité d'entre vous n'était pas nés. De mémoire, ce devait être en 1989 ou 1990. Et oui, je suis aussi vieux que ça. À cette époque-là, je venais de terminer mes études où j'étais étudiant à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et nous avions organisé le forum étudiants-entreprises. Et donc, comme tous les étudiants, je m'étais précipité sur les stands des entreprises pour essayer de me faire recruter. 6 mois après, mon entreprise, qui s'appelait à l'époque Unisys, qui était un constructeur informatique, participait à un forum du recrutement et a eu la bonne idée de me dire, Christian, tu vas y aller, tu vas recruter. Je me suis donc recruté à 6 mois, je me suis donc retrouvé à 6 mois d'intervalle, d'un côté et de l'autre de la table, parce que c'est assez simple, il y a un côté de la table le recruté, de l'autre côté de la table le recruteur. Et j'ai donc découvert un certain nombre de situations qui pour moi étaient naturelles en tant que candidat, mais qui m'ont choqué en tant que recruteur. En tant que recruteur, moi j'avais un ordre de mission de mon entreprise qui était de recruter des profils dont nous avions besoin, dont les profils étaient affichés. À l'époque, il y avait des ingénieurs d'affaires, des chefs de projet, des gens dans le recrutement aussi, donc des responsables de recrutement. Les postes étaient affichés, il suffisait de lire. Et de l'autre côté, on avait des candidats qui venaient d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, d'universités, et qui se présentaient pour être recrutés dans notre entreprise. Donc on a bien un besoin que j'ai défini, et de l'autre côté, des candidats qui sont donc susceptibles de répondre à ce besoin et qui souhaitent occuper des postes que nous leur proposons. Deuxième élément, et j'en parle dans le deuxième point, comme vous pouvez le voir, c'est le risque. C'est-à-dire que dans tout recrutement, il y a un risque. On estime, alors je vous laisse les méthodes de calcul, mais qu'un mauvais recrutement coûte entre 5 000 à 50 000 euros.
5 000 à 50 000 euros. Donc, pour une entreprise, un recrutement loupé, c'est énormément d'argent perdu et de temps perdu. Puisqu'au-delà de l'argent, il faut reprendre ce processus. Donc, la crainte, le premier élément d'une entreprise, c'est recruter parce que j'ai un besoin et ce besoin est urgent. Le deuxième élément, c'est le risque. Quand je recrute, je prends un risque et donc je dois valider que ce candidat lève toutes mes craintes en matière de risque. Donc on n'est pas sur une opération de je vais chercher à voir si c'est le bon candidat. C'est je vais d'abord chercher à vérifier que ce n'est pas le mauvais candidat. Si ce n'est pas le bon, en principe, je ne discute pas avec lui parce que je n'ai pas de temps à perdre. Du côté candidat, bien entendu, le besoin de se faire recruter, dans un certain nombre de cas, l'impérieuse nécessité de se faire recruter parce qu'il y a des contraintes alimentaires, on a terminé ses études, il faut rembourser les prêts étudiants. Donc, une impérieuse nécessité, une envie, un rêve. Certains rêvent de travailler dans l'informatique, d'autres rêvent de travailler dans l'événementiel. Donc, on a tous des rêves, des envies, et donc le recrutement est le moment où on va, en théorie, pouvoir concrétiser ce rêve. Mais il y a aussi des risques. Je rappelle notamment que lorsqu'un jeune diplômé prend son premier poste, le plus souvent il est amené à déménager, à payer une caution, à payer un déménagement, voire même à acheter une voiture. Il est bien évident que si son expérience n'est pas couronnée de succès, il va se retrouver avec un certain nombre de dettes et des contraintes financières très importantes. Donc je reviens maintenant à cette première expérience de recruteur. J'ai donc en face de moi des candidats qui arrivent en me disant, ben voilà, nous on est de telle école, plus le nom de l'école, mais une école tellement célèbre qu'elle a disparu aujourd'hui. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est être directeur commercial, directeur marketing, parce que vous comprenez, on est Bac plus 4 et ils me sortent le magazine de l'époque. Alors, je ne vais pas faire de mauvaise publicité, mais style l'Express, Capital ou équivalent, avec les grilles comme vous pouvez le connaître, le salaire à la sortie de votre école, les postes, etc. Et puis vous savez, c'est des grilles avec, vous avez des salaires en fonction des métiers, mais aussi de la taille de l'entreprise, du chiffre d'affaires. Enfin, c'est un peu comme la bataille navale. Donc vous faites abscisse, ordonnée, toucher, couler. Ah ben là, je dois donc être pris à 32 852 euros. Voilà, bon, pourquoi pas. Et donc le candidat commence à me dire, mais comprenez-nous, on a Bac plus 4 et je veux être directeur marketing. Je dis, écoutez, vous avez vu derrière moi le panneau, on ne recrute pas de directeur marketing, on recrute que des ingénieurs d'affaires. Ah non, non, c'est pas possible parce que moi, vous comprenez, j'ai Bac plus 4 et dans le cadre de mes études, je dois avoir un poste à la hauteur de mes compétences et donc on a l'obligation de, entre guillemets, de me recruter au niveau de mon expertise, de mon école inconnue, de ma formation non validée par les entreprises, de mon expérience inexistante. Et donc, il insiste, il me dit, mais de toute façon, moi, je ne peux pas travailler à moi. Et donc, il prend sa grille de bataille navale. Et il me dit, alors, je vais essayer de traduire en euros, parce qu'à l'époque, c'était en France, il y avait une vieille monnaie des temps anciens. Et il m'explique donc que le salaire qu'il doit avoir était de, je ne vais pas dire de bêtises, 27 000 euros. Et donc là, je le regarde très attristé. Je lui dis, écoutez, je comprends, mais nous, ce salaire-là, on ne peut pas vous recruter. Donc il dit, oui, non, mais moi, de toute façon, vous comprenez, il me réexplique qu'il a Bac plus 4, qu'il vient d'une école de commerce, etc. Et qui doit être à tout prix directeur. J'ai dit, écoutez, nous, vous voyez, derrière la table, là, on est trois. À nous trois, on a bac plus 22. Donc, et on est simplement des commerciaux, mais on n'est pas votre salaire, on est tous à 45 000 euros. Et donc là, il ne comprend pas. Et en fait, il ne comprend pas parce qu'il n'était pas venu pour écouter, il n'était pas venu pour comprendre, il était venu pour revendiquer, pour exiger. Alors ça peut vous faire sourire, ça peut être caricatural, mais j'ai dû recruter à peu près 500 personnes dans ma carrière, et je peux vous dire que le candidat qui exige, le candidat qui est persuadé de savoir mieux que vous ce qu'il va faire chez vous, c'est quand même quelque chose d'assez courant. Donc la première chose quand on va se faire recruter, c'est d'être open-minded, de se renseigner d'abord sur l'entreprise et sur les postes qui sont
offert. Ça ne sert à rien de postuler en tant que directeur de la logistique dans une entreprise qui ne fait pas de logistique. Ça ne sert à rien d'arriver avec des grilles de tarifs préétablies. Et ça ne sert à rien de vouloir prouver et forcer une porte si vous ne correspondez pas au format de cette porte. Donc, le premier conseil que je pourrais vous donner sur cette première partie, c'est avant de postuler un recrutement, demandez-vous si vous êtes l'homme ou la femme de la situation et posez-vous la question de comment le recruteur va recevoir votre candidature. Je rappelle, nonobstant, qu'un recruteur qui reçoit un CV passe en moyenne entre 7 et 15 secondes à lire votre CV. Voilà. Donc 7 à 15 secondes, ça veut dire que si ça ne colle pas à 100%, vous ne serez pas dans la pile des gens dont on va étudier le CV et vous n'aboutirez pas dans la ligne des gens que l'on va contacter et vous ne serez donc pas dans les gens qui passeront l'entretien et donc forcément pas dans les gens qui seront recrutés. Puisque vous avez bien compris que pour être recruté, il faut passer toutes ces étapes. Donc, après vous être mis dans la peau d'un recruteur, et je vous invite à le faire, à vous être posé la question de savoir si vous étiez le bon profil. Je vous poserai une question subsidiaire qu'on ne se pose jamais. C'est le travail, c'est bien, mais le travail n'est pas toute une vie. Donc, est-ce que ce travail va vous permettre de vous épanouir et de pouvoir, entre guillemets, trouver votre équilibre personnel? Rentrer vos chausse-pieds dans un job qui ne vous correspond pas, se mettre dans des situations que vous ne savez pas gérer, cela peut être pour vous très compliqué. Vous pouvez être amené à passer beaucoup de temps à l'extérieur de chez vous, vous pouvez être amené à avoir des horaires décalés, à finir forcément après 19 heures. Ben, si vous avez des enfants et si de surcroît vous les élevez seuls, allez tous les soirs au commissariat chercher les enfants parce que la nounou ne pouvait pas attendre, ça va vite devenir compliqué. Nous allons maintenant passer au deuxième point, qui est se vendre. Parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est se vendre. Alors, je vous ai expliqué qu'il ne fallait pas se vendre à n'importe quel prix, il ne fallait pas se vendre dans n'importe quelles conditions, mais je vais essayer simplement là de vous donner quelques éléments sur ce qu'est la vente. Parce que la France, c'est sans doute le pays au monde où la vente est le plus détestée. Vous connaissez la formule. Ne dites pas à ma mère que je suis vendeur chez IBM, elle est persuadée que je suis ingénieur chez Airbus. Pourquoi? Parce que la vente en France est quelque chose de sale, qui a mauvaise réputation. C'est dû à l'image que l'on a de la vente. La France est un pays d'administration où les vendeurs ne sont pas considérés. C'est un pays d'ingénieurs où les sciences molles ne sont pas considérées. Donc la vente est toujours vue comme le métier de ceux qui ne savent rien faire d'autre, qui ne peuvent rien faire d'autre. Donc, les techniques de vente, le métier de la vente n'est pas glorifié, il n'est même pas du tout connu en France. Or, la vente, c'est un métier comme un autre avec des techniques. Et donc, il faut connaître ces techniques et en particulier connaître les grands principes de la vente. Contrairement à ce qu'on peut penser, un vendeur, ce n'est pas un vendeur d'aspirateur, c'est la caricature du monsieur qui met le pied dans la porte et qui vous déroule son argumentaire pendant 1 heure et où, épuisé, vous finissez par signer le contrat. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais vu quelqu'un signer un contrat après un argumentaire d'une demi-heure. La première qualité et la première force d'un vendeur, c'est sa qualité d'écoute. Alors pour cela, j'aime bien, je vous l'ai dit dès le départ, faire le parallèle entre la vie privée, la vie de couple et la vie d'entreprise. Donc dans la vente, on est dans la phase de séduction. On est avant les fiançailles. Alors ça sera sans doute plus parlant pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes, mais au premier rendez-vous, le monsieur qui parle sans vous écouter pendant des heures et qui ne s'intéresse pas à vous, il est rarement séduisant. Et donc, la vente, c'est d'abord le pouvoir de l'écoute. C'est la capacité à écouter. Et ça, c'est fondamental. Si vous voulez vous vendre, commencez par écouter votre interlocuteur. Puisque votre interlocuteur est là pour vous séduire, il va donc vous dérouler son processus.
si vous le rencontrez en physique. Si c'est à distance et que c'est une annonce, ça veut dire aussi lisez une annonce et lisez-la dans le détail. Essayez de coller à la demande. L'art de la séduction, c'est l'art aussi de se montrer sur son meilleur jour. Donc se montrer sur son meilleur jour, c'est ne pas tomber non plus dans les excès. Et donc là, je viens sur certains éléments auxquels on ne pense, je ne vais pas dire jamais, mais rarement. À chaque circonstance correspond un dress code. À chaque métier correspond un dress code. À chaque situation correspond un code corporel et un code langagier. D'accord? Donc je vais essayer d'être un peu plus explicite. Si vous allez à un mariage ou une cérémonie, vous allez mettre un costume. Ça vous semble normal. Si vous allez sur un chantier ou faire un déménagement, vous n'allez pas mettre un costume, vous allez vous mettre un jean décontracté. Si vous allez faire un footing, vous allez mettre un short ou un jogging et des baskets. Eh bien, quand vous allez à un entretien, il faut aussi que votre dress code corresponde à votre positionnement vis-à-vis de cet entretien, vis-à-vis de l'entreprise. Ok? Quand je vois arriver des étudiants, excusez-moi, des jeunes candidats sur des postes commerciaux arriver avec des jeans troués pour des postes où on va vendre dans les grands groupes, dans les banques et dans les assurances, il y a peu de chances qu'ils soient recrutés. Lorsque je vois des jeunes femmes arriver avec des tenues plus proches de la robe pour aller en boîte de nuit que pour aller à un entretien professionnel, il y a peu de chances qu'elles soient recrutées. Donc l'excès des deux côtés est votre pire ennemi. Pareil, si vous rentrez dans un monde qui est un monde sans cravate, le monde des startups, le monde du bâtiment, etc., et que vous arrivez en costume, vous allez être ridicule et vous ne serez pas accepté. Donc l'acceptation, l'habit fait le moine, vous devez avoir le dress code et l'attitude du métier. Ça, c'est quelque chose de fondamental. L'autre élément qui est important, qui est fondamental, c'est le savoir-être. Et le savoir-être, ça commence par l'éducation. Bonjour monsieur, merci monsieur, ne pas couper la parole. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Donc montrer que vous avez une bonne éducation et éviter les caricatures qui malheureusement aujourd'hui éliminent un certain nombre de candidats parce qu'ils n'ont pas les codes sociaux. Alors je vous invite pour ça à aller voir un vieux film, juste un passage qui s'appelle Que les hauts salaires lèvent le doigt. Vous allez voir, c'est un vieux film des années 70 avec Michel Piccoli. Et vous avez donc Michel Piccoli, qui est le directeur des galeries Lafayette ou quelque chose d'équivalent, qui vient nommer le nouveau directeur dans une petite ville de province. Et donc, les candidats s'entretuent entre eux. Il y en a un, que vous oubliez le nom, que nous appellerons Gérard, qui est le chef Fayot. Vraiment, lui, il est parfait, il fait tout comme le chef. Il réussit tous les examens, il réussit tout. Et Michel Piccoli part le lendemain. Et donc, Gérard fait un grand repas pour fêter sa victoire qui devrait être annoncée le lendemain. Il invite tout le monde dans Michel Piccoli. Et là, pendant le repas, Michel Piccoli dit au DRH, demain, vous virez Gérard. Le DRH dit, mais je ne comprends pas. Gérard, c'est le meilleur, c'est votre plus proche collaborateur, c'est celui qui a réussi, c'est celui qui défend les valeurs de l'entreprise, il est à votre modèle. Et donc, Michel Piccoli, lui, il a toutes ses qualités, mais Gérard est à table en train de découper le gigot. Et il découpe le gigot assis. Et on lui répond, oui, mais il ne sait pas que le gigot, ça se découpe debout. Vous voyez, parce qu'en France, dans la tradition française, on découpe le gigot debout. Et on le découpe d'ailleurs en tranches obliques et non pas en tranches verticales en suivant l'os, parce qu'en tranche verticale, c'est la méthode anglaise. Alors, ça peut vous faire rire, ça peut être caricatural, mais le but de cet exemple est qu'il soit caricatural. Un des examens que vous ne connaissez pas, c'est quand vous êtes sélectionné en deuxième shortlist par une entreprise, quasi systématiquement, vous allez manger au restaurant d'entreprise ou au restaurant d'à côté pour voir comment vous vous tenez à table. Parce que votre image, votre représentation
c'est l'image de l'entreprise. Donc les codes sont importants. Ça vous plaît pas, ça n'a aucune importance. Vous êtes dans un système, quand vous allez jouer au foot, vous ne rentrez pas pour faire un match de foot avec une raquette de tennis ou une batte de baseball. Et pareil, quand vous allez jouer au baseball, vous n'arrivez pas avec un ballon de foot. Donc, quand vous rentrez dans une partie, vous acceptez les règles du jeu de la partie. Si vous ne les acceptez pas, ce qui est votre droit individuel, dans ce cas-là, eh bien, vous ne participez pas et vous ne jouez pas. Troisième élément, avant de rentrer dans la méthodologie pure, c'est que la vente est le plus souvent une vente technico-commerciale et technico-fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un vendeur est le plus souvent celui qui va présenter à grande maille. Après, on est technicien, mais à grande maille, il va présenter les avantages, les points forts d'une solution, d'une approche ou d'un produit. Quand vous allez voir votre banquier et qui vous vend votre carte Gold, ou qui vous vend votre crédit conso, ou qui vous propose votre assurance habitation, ils vous vend bien entendu les avantages de ce produit. Il a donc bien une démarche technico-fonctionnelle. Ils vous disent ce que vous pouvez faire avec votre carte, les avantages, les assurances. Quand vous allez acheter une voiture, c'est pareil. Donc, la vente, c'est aussi de la technique, et donc il faut pouvoir aimer le savoir-métier qui est derrière. Dernier élément, et c'est le plus important, la vente, c'est une méthode. Alors, il y a la méthode PSS, donc, qui est une méthode de vente, qui est la méthode de Rank Xerox, qui est la méthode de ce qu'on appelle de vente en face à face, qui est enseignée dans toutes les écoles de vente de toutes les entreprises qui forment notamment des vendeurs, y compris des ingénieurs d'affaires dans le secteur du digital. Alors, on en était à la version 3 il y a 30 ans, donc aujourd'hui, je ne sais pas en quelle version on en est, 70, mais les principes de base restent les mêmes. Que vous dit la méthode? La méthode vous dit que se vendre, c'est écouter et c'est savoir poser des questions. Et que dans les questions, il y a deux types de questions. Les questions ouvertes et les questions fermées. C'est quoi une question ouverte? C'est quoi une question fermée? Une question ouverte, c'est que pensez-vous de ma conférence? Et là, vous pouvez me répondre, c'est intéressant, c'est nul, je n'ai pas regardé, j'ai bien aimé tel point, mais je n'ai pas compris tel autre, je suis d'accord avec vous sur cette partie, mais pas sur l'autre partie. Et donc, c'est une question ouverte. Une question fermée, c'est est-ce que ça vous a plu? Là, vous avez deux choix. Il n'y a plus d'ouverture. Ou c'est oui ou c'est non. Donc, si c'est oui, je peux continuer à parler avec vous. Si c'est non, je fais quoi? Ben, merci, excusez-moi, je ferai mieux la prochaine fois et j'arrête. Si mon but était de vous vendre quelque chose après la conférence, c'est loupé. Donc, ce que dit la méthode PSS, c'est qu'au plus il y a de questions ouvertes, au plus vous avez de chances de réussir l'acte de vente. Au plus il y a de questions fermées, au plus l'acte de vente risque d'aboutir à un échec. Donc, c'est des mesures statistiques, c'est vérifié. Pourquoi? Parce que si vous êtes sans arrêt dans oui, non, oui, non, oui, non, ça ressemble plus à un dialogue, ça ressemble plutôt à une dispute ou une justification. Donc, question ouverte plutôt que question fermée. Deuxième élément que l'on vous apprend dans cette méthode, c'est les objections et les incompréhensions. On s'aperçoit qu'une objection, 2 fois sur 3, c'est une incompréhension. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Très bien, est-ce que vous pourriez me réexpliquer, je reformule, ce que vous n'avez pas compris? Et donc là, la personne vous explique qu'en fait, elle n'a pas compris quelque chose que vous n'avez pas dit, mais qu'elle a compris comme étant ce que vous avez dit, qui est le plus grand classique. Et donc, vous reformulez, j'ai bien compris ce que vous venez de me dire, mais je pense qu'il y a eu une mauvaise formulation de ma part, vous ne mettez pas l'autre en cause, j'ai voulu exprimer tel point de vue et pas tel point de vue, et donc nous ne sommes pas en désaccord, mais nous sommes bien d'accord sur ces points-là. Et donc, chaque fois que vous allez faire une reformulation et que vous allez lever une objection, vous allez gagner des points. Chaque fois que vous allez poser une question, et ce qu'on appelle une question de rebond, c'est-à-dire vous me parlez de quelque chose et je vous dis, ah oui, très bien, et donc est-ce que dans ce cas, vous faites ça aussi? Donc je rebondis votre discours,
je vais encore marquer des points parce que je vais marquer que j'ai compris ce que vous m'avez dit et que je vais approfondir, donc que je m'intéresse à ce que vous racontez. D'accord? Donc ça, c'est un point important, c'est que quand je vais euh, échanger avec quelqu'un, j'évite les questions fermées, je favorise les questions ouvertes, je reformule les incompréhensions, mais je reformule aussi ce que j'ai compris. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des confirmations. Quand vous me dites quelque chose, eh bien, pour être sûr que je l'ai bien compris, je vous le reformule. Et je vous dis donc, si je comprends bien ce que vous m'avez dit, votre société a telle et telle activité et le poste consiste en telle et telle mission. Et donc, je montre à mon interlocuteur que je suis bien dans une écoute active et que j'ai bien compris la mission. Donc, je marque encore des points. Le dernier élément, ce sont ce qu'on appelle les interventions d'appui. Alors, c'est quoi une intervention d'appui? Eh bien, c'est simple, c'est j'interviens pour appuyer sur un point, et donc j'interviens pour appuyer sur un point fort. Et oui, comme vous avez commencé à comprendre que la vente, c'était un système de scoring, au plus je marquais de points positifs, au plus j'avais de chances de gagner, eh bien, quand j'ai levé toutes les objections, le client n'a aucune raison de ne pas acheter, et donc je vais, c'est mon expression tauromachie que peut accepter dans cette société foncièrement néo-positive, je vais planter les banderilles pour dire, ben, vous voyez, là, c'est deux points forts que nous avons et que n'ont pas nos concurrents. Et ces interventions d'appui vont donc renforcer les caractères positifs et notamment la différenciation sur mon savoir. Dernier élément, à ne jamais oublier, et donc on va reprendre tous ces éléments-là dans le cadre d'un entretien, c'est la conclusion. Combien de candidats partent en disant bon, ben merci, au revoir, non, on reprend tous les points. Donc j'ai bien noté que votre activité, votre besoin était celui-ci. Si je reformule ce que vous m'avez dit, les compétences que vous attendez correspondent aux compétences que j'ai pu développer dans mes études et dans mes stages. Je vous reconfirme ma motivation et en plus ma pratique de 3 langues étrangères. Vous en demandiez que 2, mais j'en maîtrise une troisième, puisque vous avez un fort développement à l'international. Intervention d'appui. Nous sommes bien d'accord que la prochaine étape, toujours cibler la prochaine étape, c'est vous devez m'envoyer un contrat ou je dois passer des tests, et donc vous reconfirmez l'étape d'après, la conclusion. Donc j'attends votre retour avec une date. Si je n'ai pas de date de retour de votre part à cette date, si vous me le permettez, je vous recontacterai. Voilà. Et donc là, vous marquez, vous rappelez à votre interlocuteur qui n'a pas que vous en tête. La répétition, c'est de la pédagogie. Vous lui répétez tous les éléments, donc vous lui ancrez dans le cerveau votre entretien. Vous lui reformulez à 2 ou 3 reprises de manière différente. Et vous remettez en avant vos éléments positifs et d'adéquation. Et vous fixez une échéance et un objectif. Et donc, vous vous quittez avec quelque chose de concret. Il sait qu'il doit vous envoyer un contrat. Si vous partez sans rien dire, quand il aura vu le 40e candidat, c'est à peu près le nombre de candidats qu'on voit sur un job dating, on arrive jusqu'à 40 candidats par jour. Marceline, comment? Quel prénom? Ah, c'était celle qui était de Bordeaux. Ah non, 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 de Strasbourg. Ah oui, oui, c'est celle qui a fait l'école d'ingénieur. Non, ah non, non. Non, je ne me souviens plus. Même si Marceline était une excellente candidate, eh bien, Marceline passera à la trappe parce qu'elle n'a pas impacté son interlocuteur. Et il n'a pas d'action, il ne se rappelle pas d'elle. Donc, fondamental, savoir se vendre, ce n'est pas forcer la porte. C'est d'abord écouter et ensuite c'est dérouler un processus de vente qui consiste à poser des questions, de préférence des questions ouvertes, à reformuler les compréhensions, à lever des objections, en mettre en avant ses arguments positifs, donc des interventions d'appui, et à reformuler l'ensemble dans une conclusion. Vous remarquerez que les interventions d'appui sont limitées par rapport à l'ensemble du processus que je viens de vous citer. Et donc, ça veut dire qu'à l'inverse, le candidat qui dit « je suis le meilleur, moi j'ai tant d'expérience, j'ai fait ça, je suis, j'ai fait », rien que de m'écouter, déjà ça vous fatigue. Donc vous imaginez quand vous êtes le 40e qui vous explique ça. Eh bien,
l'art de la séduction, c'est aussi d'ouvrir des portes. Comme ça, vous savez celle qui l'intéresse et entre guillemets pourquoi ça l'intéresse. Et donc, vous allez la présenter dans l'orientation la plus favorable à son intérêt. Au plus vous forcez, au moins vous gagnez. Parce que quand on force, on crée des résistances. Donc, je reformule ce que j'ai dit. Vendre, c'est d'abord savoir écouter. C'est une posture, une manière d'être, un savoir-être, un savoir-vivre. C'est accepter de posséder des savoir-faire technico-fonctionnels. Et c'est appliquer une méthodologie qui consiste à écouter, poser principalement des questions ouvertes, reformuler des objections, reformuler pour valider qu'on s'est bien compris, faire des interventions d'appui pour appuyer sur vos points forts et conclure en reformulant ce qui a été dit, les points positifs et les actions qui sont à mener et sur lesquelles on est d'accord. Bon, j'espère que c'est clair. Je ne sais pas si Youssef va intervenir. Je crois qu'on a que Youssef en ligne. Donc, comme le micro est fermé, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Mais je crois qu'on est deux. Donc, on va continuer. Les formes de candidature. Alors, je reprends mon expression de vieux mammouth ayant vécu au Crétacé supérieur, ayant commencé ma carrière à dos de dinosaure. A long time ago, les formes de candidature étaient assez simples. Vous preniez une feuille de papier, vous mettez votre CV sur la feuille de papier, vous prenez une autre feuille de papier, vous mettiez votre lettre de candidature, vous mettiez ça dans une enveloppe, vous colliez les bords de l'enveloppe, vous fermez l'enveloppe, vous mettiez un timbre et vous allez mettre ça à la poste. Et donc, il fallait 3-4 jours pour que la candidature arrive, à peu près autant pour qu'elle soit traitée, pour qu'on vous réponde. Et donc, ça mettait un certain temps. Aujourd'hui, sur votre smartphone, sur LinkedIn ou autre, vous cliquez. Si votre profil vous intéresse, vous avez un chat tout de suite ou la personne qui vous rappelle immédiatement. Ce qui, entre guillemets, veut dire que chaque fois que vous recevez une réponse, on vous répondra dans les 3 semaines, on a beaucoup de candidatures. Ça veut dire que votre candidature est déjà à la poubelle, donc ce n'est pas la peine d'attendre. Parce qu'à partir du moment où elle a été traitée, si vous êtes intéressant, on vous appelle tout de suite. On ne vous dit pas, on vous rappellera. Alors, quelles sont les formes de candidature? Alors, il y a le portail de recrutement, les job boards. D'accord? Alors, les job boards, il y a plusieurs formes de job boards, ce qui veut donc dire qu'il faut, dans ces formes de candidature, que vous créiez une capacité, à réagir rapidement. Ben oui, parce que si vous ne réagissez pas, vu le nombre de gens qui contactent, c'est terminé pour vous. Ce qui veut dire aussi que quand vous êtes sur un job board, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Puisqu'à peu près 50% des gens qui vont vous contacter vont d'abord faire des recherches dans la banque de CV pour trouver leur candidat. Et vous aviez postulé pour être commercial dans la grande distribution et on va vous appeler pour être commercial dans les voitures de luxe. Donc, il faut que votre CV permette des interprétations, mais en n'étant pas trop généraliste, tout en étant spécialiste, mais sans être trop spécialiste pour rester généraliste. Bon, vous avez compris, c'est compliqué, débrouillez-vous. Il y a la réponse aux annonces. Alors, les annonces, elles sont de différentes manières, mais il y a un principe de base quand on répond à une annonce. Alors, j'en ai déjà parlé sur ce site, mais quand on répond à une annonce, on répond déjà par rapport à des critères qui sont objectifs. Si on n'a pas les critères objectifs, on peut se faire plaisir à répondre et dire qu'on a fait 2000 annonces, mais on n'aura aucune réponse. Donc, on vérifie déjà qu'on est dans les critères. Si on doit formuler une lettre de motivation, le machin qui m'énerve, qui ne sert à rien, que je n'ai pas compris pourquoi on en fait, que je ne fais jamais, mais que certains vous demandent de faire. Donc déjà, si vous demandez à tout prix une lettre, ça veut peut-être dire, si ça vous énerve, que c'est peut-être pas de la peine d'aller plus loin dans la candidature, parce qu'on n'est pas dans la même culture. Alors, votre CV déjà parle pour vous. Si vous faites une lettre de motivation, ça veut dire que vous allez reprendre les termes qui sont dans la candidature. Jeune diplômé dynamique, très intéressé par les métiers de l'environnement, sensible à la RSE. Enfin, vous allez mettre tout ce que vous allez trouver dans l'annonce. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Autre élément de la réponse à une annonce,
c'est quand on vous demande de faire une réponse manuscrite à l'heure du digital, il n'y a qu'une seule explication, c'est qu'ils vont faire une étude graphologique. Donc, soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. Moi, je ne porte pas de jugement, mais si vous n'êtes pas d'accord, ben vous ne le faites pas. Vous leur dites que je ne vous fais pas de lettres. Et s'ils ne veulent pas vous recruter, eh bien, ça veut dire qu'ils veulent faire des choses sans que vous soyez d'accord. Et donc, c'est peut-être pas la peine aussi de rentrer chez eux. Alors, je sais que ma posture peut sembler choquante, mais comme je vous dis, ça coûte cher en recrutement d'entreprise, mais ça coûte cher en candidat. Moi, je me souviens quand j'ai pris mon premier poste, je me suis installé à Bastille et parce que l'entreprise était à Fontenay et l'entreprise a changé de stratégie et j'ai dû retrouver une autre boîte et je me suis retrouvé à bosser à Rueil-Malmaison. Alors pour les Parisiens, ça leur dit quelque chose, mais Bastille, Rueil-Malmaison tous les jours, c'est un peu plus galère que Fontenay, quoi. Voilà. Donc j'avais pris un appartement, j'avais dû acheter une voiture, donc c'est compliqué. Donc de ne pas rentrer à n'importe quelle condition. Dernier élément, sur les annonces, on voit aussi qu'aujourd'hui, il y a des sites qui vous proposent de faire des vidéos. Voilà. Donc faites une vidéo, et quand vous faites une vidéo, pensez que cette vidéo doit être utile dans le temps, et que c'est votre image. Donc entraînez-vous avant de faire la vidéo. Évitez la vidéo. Alors, je suis candidat. Je m'appelle Jérémy, j'ai 23 ans. J'ai fait une licence, j'ai fait un bac, j'ai fait une licence, j'ai fait un master 1, j'ai fait un master 2 dans la sociologie des canards en Afrique équatoriale. On se doute bien que si vous avez fait un master 2, vous avez fait une licence, vous avez fait un master 1 donc, et que vous avez forcément votre bac. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. D'accord? Comme le fait que vous jouiez au badminton ou que vous soyez passionné de rock and folk. Essayez de faire concis. Et si vous parlez de quelque chose, vous pouvez, si vous allez postuler dans la marine ou dans les métiers de la mer, expliquer que vous êtes passionné de voile et que vous faites de la plongée et du kayak, ça peut avoir un intérêt. Dans d'autres cas, ça ne nous intéresse pas. Voilà, que vous êtes coach sportif et que vous savez manager des équipes, ça peut avoir un intérêt. Donc réfléchissez à ne pas nous parler de vos loisirs et de votre vie privée si ça n'a strictement aucun intérêt. Ça vous dessert. Et quand vous vous présentez, évitez de raconter des choses qu'on sait en regardant votre CV et qui ne nous apportent rien. Hein. Tant que vous êtes Jérémy, vous êtes un homme, on a vu la vidéo, sauf si vous avez pris des hormones, mais a priori, c'est assez rare. Vous êtes dans. Voilà, de toute façon, on ne vous a pas demandé si vous êtes un homme ou une femme. Dans un recrutement, ça ne doit normalement, la discrimination sur le genre n'existe pas. Donc, évitez tout ce qui vous fait perdre du temps parce que vous avez 3 minutes pour vous présenter et concentrez-vous sur l'essentiel. Et terminez par un message positif et par quelque chose d'enthousiasmant qui fasse qu'on vous retienne. Ensuite, il y a les salons de recrutement. Alors, les salons de recrutement, je vous ai dit, je les ai fait des deux côtés. Je veux dire que le côté le plus épuisant, c'est côté recruteur et pas côté candidat. Parce que quand vous en êtes au 38e candidat qui vous explique qu'il a fait un bac, une licence, un master 1, un master 2 en management des entreprises durables, parce que vous recrutez quelqu'un dans le secteur du développement durable, vous vous doutez bien qu'il n'a pas fait un master en physique des matériaux ou en intelligence des concombres. Donc, ça peut paraître caricatural, mais là aussi, il y a un vieux sketch où on montre un inspecteur d'un guide de type Michelin qui rentre dans un restaurant et qui est reconnu par le restaurateur. Et le restaurateur, donc, a essayé de lui survendre, comme je dis tout à l'heure. Il lui met tous ses arguments d'appui, il lui descend tous les plats de la carte. Mais je fais une promotion, je vous propose notre poularde de farci, notre foie gras au mori, nous avons aussi notre bœuf Wellington. Donc, il accable de plats tous plus lourds, mais savoureux, mais plus lourds les uns que les autres. Et ce pauvre restaurateur le regarde et lui dit simplement, je veux des pâtes au beurre. Et donc l'autre insiste et l'autre lui dit, je veux des pâtes au beurre. Et donc il s'énerve, dit, mais je vous ai reconnu, vous êtes le fameux inspecteur du guide.
Il dit, oui, mais savez-vous combien je mange de poulard de farci par an? 183. Savez-vous combien je mange de roast beef Wellington? 92. Savez-vous combien je mange? Et donc, il donne la litanie de tous ces plats savoureux qui, pour lui, sont d'une lassitude épouvantable. Il dit, moi, mon seul rêve, c'est des pâtes au beurre. Donc, donnez-moi vos pâtes au beurre et je vous donne vos 3 étoiles. Donc, voilà. Pensez à la personne qui est en face de vous. Il faut avoir de l'empathie dans un recrutement. Donc, les salons du recrutement, c'est fatigant pour tout le monde. Vous avez peu de temps pour faire une bonne impression. Donc, soyez concentrés, soyez factuels, souriez et essayez d'accrocher le prochain rendez-vous. Après, il y a les autres types de salons. Alors, les autres types de salons, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple les salons professionnels. Vous êtes, alors je vais reprendre le cas que je connais le mieux, je suis désolé, mais vous êtes dans le digital et vous allez aller au salon de la relation client, par exemple. Et donc, sur ce salon, vous allez rencontrer des spécialistes de la gestion de la relation client. Donc, un salon sert aussi à recruter. Donc, les gens ne seront pas choqués. Si vous les démarchez, ils seront même intéressés. Par contre, ils sont là pour faire du business. Donc, évitez de faire l'occupation et le siège du stand pendant plusieurs heures, alors que les gens ont payé ces stands plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, et sont là pour signer des clients. Donc là aussi, utilisez les salons à bon escient. Il y a ensuite une autre forme, qui est celle que je recommande, qui sont les rencontres. Rencontrez les gens, prenez des rendez-vous, allez sur des lieux où ce n'est pas des salons, c'est des séminaires, des conférences, des rencontres, etc. Allez là où se trouvent les entreprises et ciblez les entreprises avec un discours euh, excusez-moi, qui est adapté. D'accord? Dernier élément, ce sont les autres formes. C'est quoi les autres formes? C'est d'arriver à contacter l'entreprise par d'autres moyens que ceux que je viens de citer. Alors, ça peut être de proposer un projet à l'entreprise, d'aller la voir pour lui demander un conseil, de lui proposer une collaboration. Tout est possible. Après, il y a des gens qui ont fait des opérations spectaculaires. Moi, je ne suis pas pour l'excès. Vous pouvez acheter un panneau 4 euros par 3 à l'entrée de votre commune pour dire je suis à vendre, recrutez-moi. Vous pouvez mettre votre CV sous forme de set de table dans les restaurants. Vous pouvez louer un avion avec une banderole sur la plage. Mais pensez d'une part que quand vous faites des éléments qui sont ouverts, tout le monde a accès à vos coordonnées. Donc là aussi, je mets en garde en particulier les jeunes filles qui mettent leur CV avec leur numéro de téléphone perso sur LinkedIn, sur Facebook, un peu partout. Les gros lourdeaux et les débits profonds sont très nombreux. Donc ne vous étonnez pas après si vous êtes obligé de changer de numéro de téléphone et éviter de mettre votre adresse. Donc voilà, donc il y a quelques précautions à prendre. Toutes les formes sont possibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les annonces, c'est grosso modo un quart des recrutements. Tous les autres recrutements se font hors annonce. Et c'est ce qu'on appelle l'emploi masqué. Lorsqu'une annonce sort, en particulier lorsqu'elle sort à Pôle emploi, c'est que l'entreprise a déjà tout essayé, qu'elle n'y est pas arrivée. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Donc, comme il n'y a pas de questions, je passe à la phase suivante, le produit. Vous êtes un produit. Alors, je sais que certaines personnes vont détester ça, mais vous êtes un produit. On est sur un marché de l'offre et de la demande. Donc, on vous achète contre rémunération, donc on vous achète. Il faut l'accepter, c'est un fait. Alors qu'après, vous ne vouliez pas être traité comme un produit et qu'on doit vous traiter comme un être humain, c'est une autre problématique. Mais dans l'acte de recrutement, on est véritablement dans l'acquisition d'un produit, d'un savoir-faire. Pourquoi? Parce que ce produit, il y a le fameux package des 7P, c'est-à-dire qu'il y a le produit, son usage, son utilité, donc ce que vous êtes, ingénieur agronome. Il y a le packaging, l'emballage, c'est-à-dire déjà votre comportement, votre tenue vestimentaire, votre CV, les finalités, la notice technique, j'appelle ça le CV, le détail de ce que vous savez faire, comment vous êtes packagé, c'est une vidéo, c'est du LinkedIn, etc.
Il y a le placement, c'est-à-dire le contexte de la découverte, le lieu, le support, le moment, c'est-à-dire est-ce que c'est une candidature sur un salon, est-ce que c'est une candidature sur un job board, est-ce que c'est du LinkedIn, est-ce que c'est Pôle emploi, est-ce que c'est une rencontre, est-ce que c'est un stage? Là, 70% des stages se transforment en embauche, d'accord? Donc le dernier stage, vous ne devez pas le voir comme un stage, mais comme une pré-embauche. L'entreprise, quelle est ma place dans l'organisation? Hein, souvenez-vous de mon histoire de vieux grognard au début sur le jeune candidat qui m'expliquait qu'il avait une école de commerce qui devait être directeur marketing alors qu'on n'embauchait aucun directeur marketing et qui avait une vue sur une rémunération qui était de 40% inférieure à celle que moi je voulais lui proposer. D'accord? Donc, il faut aussi que vous sachiez où vous allez vous vendre, dans quel contexte, quel terme d'entreprise, vous allez dépendre de qui. Je vous donne un exemple très concret encore de vieux grognard. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis retrouvé ingénieur d'affaires, vente indirecte dans une agence vente directe dans l'Est de la France. Bon, ça ne vous parle sûrement pas, ça ne vous dit strictement rien, mais pour faire simple, je faisais partie des gens qui étaient les ennemis des ventes directes parce qu'ils leur prenaient une partie de leur business. Et je me retrouvais tout seul, comme un coucou au sens littéral du terme, hébergé dans une agence vente directe de 80 personnes, où j'étais le seul venant de l'agence ennemie. Vous doutez bien que vos qualités de collaboration, d'empathie, votre souplesse sont des éléments stratégiques de votre réussite. Si le patron des ventes directes veut vous faire virer et veut votre peau, vous aurez beaucoup de mal à survivre. Donc, il faut que vous trouviez les moyens de vous vendre et de rester. Donc, votre placement et ce que vous faites et comment vous le faites et vos qualités sont fondamentales. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait choisir l'endroit où on allait travailler. Si vous êtes dans une entreprise où vous ne pouvez pas rester pour les after-work, que vous ne pouvez pas participer aux séminaires familiaux, etc., vous allez planter votre intégration. Alors après, vous pouvez faire le choix de dire, oui, mais moi, j'ai vie privée, à 17h, j'ai fini de bosser. Bah, si à 17h30, vous êtes viré, vous assumez. C'est des choix de vie. Moi, je ne juge pas les choix de vie. Je dis simplement qu'il y a des règles et qu'il faut connaître les règles. Après, on peut ne pas les accepter, mais ce n'est pas le candidat qui impose ces règles. Dernier élément, c'est la promotion, c'est-à-dire comment vous allez, entre guillemets, avoir le support pour ce contact, comment vous allez vous vendre, vous allez mettre sur des job boards, vous allez aller sur des salons, comment vous allez vendre votre produit, quelle est votre stratégie de merchandising, pour être clair, votre stratégie de marketing, et puis comment vous allez attirer et rassurer le chaland en ayant des références ou des labels. Ben oui, quand vous allez travailler dans un grand groupe, tout le monde connaît le grand groupe. Ah d'accord, vous avez fait un stage chez Total et un stage chez IBM et un stage chez AXA. Bon, vous avez 3 grandes marques, si vous en plus, c'est que vous êtes bon. Bon, vous êtes peut-être nul, mais ça rassure. Ah, vous avez la certification Scrum et l'ISO 27001. On sait au moins ce que vous savez faire. Ça ne veut pas dire que vous êtes exceptionnel, mais au moins on sait que vous avez un seuil minimum de compétences. Donc votre stratégie produit, vous en tant que produit, il faut y penser. Et donc il faut penser qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais produit. Il y a un produit adapté à un marché et un produit pas adapté à un marché. Donc regardez quelles sont vos capacités d'adaptation et essayez de trouver les marchés qui correspondent à ce que vous êtes. Donc là, on a vu à très grosse maille comment se vendre et les différents aspects d'une activité de recrutement, notamment le processus de vente. On a vu, je reprends très rapidement, savoir se vendre, la vue recruteur, la vue candidat, d'accord? Pensez chaque fois que vous êtes dans un recrutement à comment l'autre va percevoir votre candidature, quels sont ses objectifs et ses contraintes. On a vu les méthodes de vente avec, là aussi, l'écoute, le positionnement, le packaging, mais aussi l'écoute active, les questions ouvertes, la reformulation, les interventions d'appui et la conclusion qui fait une synthèse et qui propose un objectif avec des étapes. On vient de voir
le produit étant donc la partie marketing, le packaging, le placement, comment vous comportez, vous êtes perçu pour votre marché. Et la dernière partie, ce sont les clés du succès. Là, on a fait un premier balayage. Moi, ce que je vous propose, c'est de redécouvrir donc d'une part ce webinaire sur Speak, et puis de découvrir chaque semaine sur Speak, qui est une plateforme collaborative permettant de partager des savoirs à travers des tutos, de découvrir sur Speak chaque semaine un module gratuit pour apprendre à se vendre et approfondir ses connaissances sur le recrutement. Je vous remercie et à très bientôt. Louis, c'est bon pour toi? Je ne t'entends pas. Il n'y a pas le son. Bonjour. Oui? Bonjour. S'il vous plaît, je voudrais savoir si c'est le moment pour les questions. Ah ben, je vous en Tout à prie. fait, oui, oui, pardon, maintenant que mon micro marche. Oui, oui, je vous propose un moment d'échange et de questions. Donc, Sarah, est-ce que tu as une question? Oui, alors, je voudrais remercier Monsieur Abidi. J'espère que c'est le bon nom qui est affiché. Non, c'est pas le bon nom. Je suis encore en coucou sur le poste de travail de Byron. Moi, c'est Christian, mais c'est pas grave. D'accord, ok. Je vais plus te Donc, projeter. donc je vous remercie pour votre présentation. Et donc, j'aurais juste une question par rapport à, aux prétentions salariales. Donc, Oui, souvent, à un moment donné, l'entreprise, elle demande quelles sont vos prétentions salariales. mhm, Sauf qu'en fait, vous avez précisé qu'en fait, il ne faut pas arriver avec une fourchette qui est figée. Donc, comment faire pour contourner la question? Et deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il y a des sites qui peuvent être fiables sur l'estimation des salaires? Donc, parce qu'en fait, j'ai consulté Glassdoor, mais je trouve oui. que ce n'est pas très fiable. Alors, Voilà, voilà. Merci. je vais essayer de répondre à cette question difficile. Elle est difficile à plusieurs titres. Alors, d'une part, parce qu'il n'y a pas de recette miracle en termes de salaire et de rémunération. Je m'explique. Il y a des entreprises qui vont vous proposer une rémunération et qui l'affichent. Donc là, c'est assez simple. Il faut prendre la rémunération et dire, ben voilà, je veux être dans cette fourchette. Je vous invite à ne jamais être en haut d'une fourchette et ne jamais être en bas. Okay. Ensuite, il y a un deuxième élément. Quand vous n'avez pas d'éléments donnés par l'entreprise, c'est avoir des éléments, je veux dire, contextuels par rapport à votre marché et par rapport au risque que vous êtes capable de prendre. Je vais vous répondre avec la réponse qu'avait fait mon professeur d'économie quand j'étais au lycée. Là, c'était de vos parents qui n'étaient pas nés. Mais mon professeur d'économie, on lui avait posé cette question et elle avait répondu, mais moi, quand j'ai postulé, j'ai donné tel salaire, je savais que c'était élevé, mais je suis célibataire, j'ai pas de charge, donc je pouvais attendre. Et je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats dans mon domaine. Donc j'ai envie de vous dire un peu la même chose. On connaît des niveaux de rémunération et on peut trouver ça sur un certain nombre de sites. Alors de mémoire, sur les jeudis, sur les job boards, vous avez des éléments de rémunération en termes de salaire. Si vous googlisez en dehors de Glassdoor, vous allez tomber sur des sites qui vont vous donner des fourchettes de rémunération. Je dirais que dans la rémunération, il y a quelques éléments à prendre en compte qui sont un peu des invariants. Le premier élément qui va déterminer votre rémunération, c'est l'entreprise, sa taille et sa richesse. Je vais essayer d'être un peu plus explicite. Les grands groupes ont des rémunérations figées, ont les moyens de payer les gens. Les PME, les ETI ont des rémunérations beaucoup plus contraintes
et leur niveau de rémunération dépend grandement du marché et du territoire sur lequel elles se trouvent. D'accord? Donc, quand vous postulez, votre rémunération a peu de chances comment je vais dire, de beaucoup bouger par rapport aux indicateurs que vous pouvez avoir, notamment quand vous êtes débutant. Si vous êtes débutant et que vous sortez avec un bac plus 5, je vais essayer d'être un peu plus explicite. Si vous sortez avec un bac plus 5 et que vous êtes débutant et que vous venez d'une université, quel que soit le métier sur lequel vous êtes, vous allez avoir du mal à dépasser les 30 à 32 000 euros. Après, ça dépend des métiers, ça peut être plus dans les métiers du numérique, si vous avez des langages, etc. Mais ce n'est pas beaucoup plus. Et elles vont en principe payer, si vous êtes sur des métiers purement fonctionnels, au ras du parquet, vous en entendez 25, 27, et ça ira rarement au-dessus. Si vous sortez d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur qui est classée, vous pouvez espérer atteindre les 40 000. Alors après, il y a toujours des étudiants qui se vendent 60 000, 80 000, des centraliens, des polytechniciens, des gens qui parlent 5 langues, qui ont 3 diplômes et qui vont bosser dans un secteur qui est en pointe où on manque de ressources. Mais les rémunérations de départ sont assez compactes, je dirais. Parce qu'en fait, vous savez, je vais être un peu brutal, mais vous ne savez rien faire. Je suis caricatural. Et donc, la première année, vous allez apprendre. Vous allez coûter de l'argent à la société. Donc, une entreprise qui recrute un débutant, elle prend un énorme risque et elle le forme. Par contre, quand vous commencez à avoir de l'expérience, là, les rémunérations peuvent évoluer. Donc, se renseigner sur les grilles de rémunération, prendre en compte le fait que vous êtes à Paris ou en province, si c'est un grand groupe ou une PME, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, et vous avez une vision. Pour ma part, si je puis me permettre un conseil, on est dans un marché aujourd'hui de la carence, c'est-à-dire que l'emploi manque. L'important, c'est de bosser et de rentrer. Alors, il y a une problématique quand on travaille, c'est que si on n'est pas embauché à son juste prix, on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Exactement. D'accord? Oui. Mais si on ne rentre pas, on est reconnu du tout et on n'a rien à manger. Vous voyez, donc il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Je ne dis pas qu'il y a de solution miracle, mais une des grosses difficultés lorsqu'on recrute notamment des juniors, et j'ai recruté beaucoup de juniors dans ma carrière, c'est que vous êtes souvent en tant que junior aux deux extrêmes. Soit vous arrivez et vous dites, ah ben moi je veux le SMIC ou un peu plus du SMIC, alors que vous avez un bac plus 5, voire un double diplôme, et vous manquez de confiance en vous, ce qui est souvent le cas des jeunes femmes. C'est-à-dire qu'on dit que les femmes sont moins payées que les hommes, mais il faut savoir que les femmes demandent souvent moins que les hommes. D'accord? D'accord. C'est un des problèmes de notre société, c'est on inculque aux femmes à douter. Et on inculque aux hommes à être sûrs d'eux. Alors les premiers doutent trop, et les seconds sont trop sûrs. Donc voilà, mais bon. Et puis le deuxième élément, c'est l'exemple caricatural que j'ai donné du jeune au salon du recrutement, où j'ai droit, j'ai fait telle école, et donc ne croyez surtout pas aux rémunérations que vous annoncent aux écoles, parce qu'elles sont fausses, et que si ces rémunérations étaient aussi exceptionnelles, vous n'aurez aucun prof, parce que prof c'est très mal payé, ils seraient tous en train de faire le job qu'ils vous ont vendu. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, Vous oui, êtes dans quel secteur? S'il peut me dire un peu plus, je peux essayer d'être un peu plus précis, sans rentrer dans les cas particuliers. C'est quoi? C'est un premier poste? En fait, je suis dans le management de la qualité. Donc, j'ai un premier diplôme d'ingé en génie des procédés. Ensuite, j'ai enchaîné avec un master en QHSE. Et donc, D'accord. ensuite, j'ai travaillé en intérim. Donc, le tout pour tout, ça fait 2 ans d'expérience. Donc, voilà. Donc, là, je suis en recherche. Je me dis que soit je vais continuer sur la piste de la qualité, sinon je pourrais potentiellement bifurquer sur une reconversion. Donc, comme vous avez dit, il faut être à l'écoute et voir où l'opportunité est. Ah. Sur la qualité, les postes qualité sont des postes pas très bien payés dans l'entreprise pour deux raisons essentielles. Mhm. Les premiers, c'est parce que c'est des postes qui ne rapportent pas et qui coûtent. D'accord? Exactement.
Et c'est, entre guillemets, des postes d'empêcheurs de tourner en rond. D'accord? Le deuxième élément, c'est que la qualité est souvent dans l'entreprise une piste de reconversion interne. Mm. Vous allez retrouver dans la qualité beaucoup de managers qui ont perdu leur poste ou beaucoup de personnes qui sont issues des représentants du personnel. Statistiquement, je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Donc, on va avoir des gens qui vont avoir des salaires en fonction, entre guillemets, de leur ancienne rémunération, mais ce n'est pas des métiers qui vont beaucoup payer, sauf si la qualité est l'élément stratégique de la vie de l'entreprise. Exemple, vous êtes dans l'industrie automobile, la qualité, c'est la règle de survie. Donc, si vous êtes l'expert de la qualité certifié sur une méthodologie qui est déployée, là, vous avez une rémunération. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Donc, je pense que j'ai tous les éléments. Après, j'ai une question aussi. Il y a ce qui m'embête actuellement, c'est je suis en cours de recherche, mais parfois il y a des entretiens. En fait, c'est des fakes. Donc, ça fait perdre du Alors, temps. c'est quoi des fakes dans les entretiens? En fait, j'ai l'impression que mon interlocuteur, il n'a rien à faire. Et donc, il fait de la prospection. Et donc, on passe 1h30, 2 heures à parler, deux entretiens. Et en fait, moi, au début, j'insiste, est-ce que vous avez une mission? Alors, Et je voilà. vais vous poser une question. Est-ce que Oui. ces fakes, ce sont par hasard, dans 80% des cas, des sociétés de services ou des sociétés d'intérim? Exactement, oui. Bon, alors, c'est un fake sans être un fake, tout en étant un fake. Chouka. Bon, je vais essayer maintenant de détricoter ce qui se passe. Les sociétés de services comme les sociétés d'intérim, ce sont des sociétés de négoce, ce sont des sociétés de trading. Vous savez, une société de trading, elle achète du café sur le bateau, et quand le bateau arrive au port, il faut qu'elle ait trouvé quelqu'un qui vendre ce café. D'accord? Mais si elle va voir un client en lui disant « je vais te vendre du café, attends, je vais l'acheter », elle ne pourra pas le vendre. Ouais. Donc en fait, ces sociétés constituent des viviers de candidature qui est leur fonds de commerce. Ce qui veut donc dire qu'elles constituent des viviers, et c'est vrai, en partie, quand elles n'ont pas d'activité, elles en profitent pour faire passer un maximum d'entretiens, parce que c'est là où elles voient les candidats, et quand il y a l'activité, elles passent un maximum de temps à voir les clients, donc elles n'ont plus le temps d'avoir les candidats, donc elles piochent dans le vivier de candidats qu'elles ont mis de côté. D'accord. D'accord? Mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises vont vous faire passer des entretiens pour dire qu'elles continuent de faire de l'activité, mais elles n'ont rien en face, elles n'auront peut-être jamais de mission. Donc c'est aussi un risque à prendre quand on voit des sociétés de services ou des sociétés d'intérim. Je pense que dans votre cas, ce sont beaucoup de sociétés d'intérim qui peuvent être amenées à avoir des missions, notamment dans le secteur de l'industrie. Mais comme le secteur de l'industrie est un petit peu raplapla en ce moment, eh bien, elles n'ont pas de mission et donc elles remplissent les viviers pour aussi justifier, dire à leur patron qu'elles font quelque chose et qu'il ne faut pas les mettre dans le chômage technique. Mais vous avez raison, en partie. En tout cas, merci beaucoup pour Je vous en prie. tous ces éclaircissements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je n'avais pas vu, on était 4. Ah, super. Des questions? Non, mais j'ai été très clair. Ce dont j'ai jamais douté d'ailleurs de manière très modeste. Écoutez, merci à tous. Et donc, à bientôt sur splick.com pour suivre les nouvelles aventures avec les tutos chaque semaine et avec cette fois-ci des tutos et des exercices, bien entendu, pour vous permettre de progresser.